Alors bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présent. Cette conférence s'intitule Musique et lutte, potentiel, limitation et stratégie. Et voilà, je pense que c'est assez explicite, mais on va quand même se poser une première question pour justifier un peu ce titre. C'est pourquoi parler de musique dans une conférence organisée par un collectif marxiste? On s'attend plutôt à des questions socio-économiques, historiques. Disons, c'est le champ d'application premier des théories marxistes. Et je vais revenir sur quelques événements récents, du coup, qui vont nous éclairer un petit peu là-dessus. Alors, j'ai fait un peu de pub au moment de parler de cette conférence en évoquant Théodora. Donc, celles et ceux qui suivent cet artiste musical parmi vous, vous le savez sans doute. En fin d'année passée, en novembre 2025, il y a eu une petite polémique suite à un article d'un journal en ligne qui s'appelle Lundi Matin, qui critiquait l'engagement militant supposé de Théodora pour, disons, des raisons variées qu'on va évoquer après. Euh, et là encore récemment, un autre événement moins digital et un peu plus proche de nous. Ce samedi, donc là en janvier 2026, était organisée à Lausanne une soirée en soutien à l'élection complémentaire au Conseil d'État par Ensemble à gauche. Voilà, là on a affaire à deux événements, deux phénomènes musicaux qui du coup semblent liés d'une manière ou d'une autre à la chose politique. Et donc, à partir de là, on peut présumer d'une relation dans nos mouvements, dans nos collectifs, dans nos organisations, entre cette chose politique et les activités, les organisations, enfin les événements, pardon, musicaux. Alors, ça semble faire débat, en tout cas dans le cas de ce qu'on a vu au sujet de Théodore, et on va y revenir dans un instant. Et une chose, peut-être, pour clarifier un peu ce rôle présumé, ou tout du moins on comprend la cause, c'est se pencher sur une brève contextualisation de pourquoi est-ce que ça semble être un sujet si important actuellement. Euh, alors, je formule l'hypothèse, peut-être que on pourra le contester, etc., le nuancer, mais j'ai l'impression que dans le militantisme, disons, contemporain de maintenant, et notamment le militantisme des plus jeunes militants, la question des objets culturels est assez importante. Alors on peut supposer qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, l'accessibilité. Alors voilà, on est bien dans l'ère digitale, on va pas refaire le laïus sur les nouvelles technologies et tout ça, mais on peut relever quand même que les réseaux sociaux permettent une consommation des objets culturels, et notamment musicaux et audiovisuels, selon des modalités particulières, et que ces réseaux sociaux permettent aussi de les utiliser, de les moduler, afin d'exprimer quelque chose. Donc du coup, ben, dans notre quotidien de communication, on peut supposer qu'ils occupent une place particulière. Et enfin, deuxième point, il y a la question du soft power. Le soft power qui serait exercé par ces objets audiovisuels ou ces objets musicaux, et que peut-être, je formule l'hypothèse, on aurait un peu mieux conscientisé actuellement, et notamment les plus jeunes militants, militantes, parce que simplement, ben, on le manipule. On en fait l'usage sur ces réseaux, ce qui du coup nous permettrait en fait par la pratique de mieux saisir les tenants et les aboutissants politiques de ces objets culturels-là. Et donc vient la nécessité de comprendre, en fait, de comprendre pourquoi est-ce que la musique, pour prendre le cas de la musique, a cette charge politique, a ce potentiel politique, et comment est-ce qu'on peut construire un discours stratégique, un discours d'action qui mène justement à une application concrète autour de ça. Alors, on va se focaliser, vous l'aurez compris, hein, je le dis depuis le début, sur la musique. Mais évidemment, on pourrait appliquer les réflexions que je vais développer dans quelques instants à d'autres domaines, le cinéma,
notamment tous les formats, les autres formats audiovisuels, les arts vivants, les arts de la scène également. Et les deux questions, en fait, qui vont m'intéresser, c'est déjà, est-ce que la musique a une capacité à subvertir, politiser et servir l'émancipation collective malgré sa marchandisation, donc le fait qu'elle soit un bien de consommation dans la société capitaliste contemporaine? Et deuxième point, si effectivement elle peut servir ses objectifs politiques, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que on investit le champ culturel, notamment le matériau musical, les événements musicaux, de sorte à ce qu'ils servent nos luttes d'une manière ou d'une autre? Alors, du coup, vous l'aurez compris avec ces deux questions-là, il s'agit en fait de donner ici, de développer, de réfléchir à des pistes d'action concrètes pour les militants, militantes de nos organisations, les cadres. Et donc, c'est vraiment dans une démarche, on va dire, événementielle, organisationnelle, très applicatif, donc vraiment dans l'application, plus que rester à un niveau théorique. Donc, je ne vais pas vous donner des prescriptions, mais le but, c'est vraiment d'essayer de penser comment est-ce que sur le terrain, on organise des événements musicaux, comment est-ce qu'on les façonne, comment est-ce qu'on les fabrique pour qu'ils servent certains objectifs politiques qui nous bénéficient. Alors, la présentation que je vais faire, elle va suivre le parcours suivant. On va commencer par un bref panorama historique des débats autour de la relation que j'ai évoquée avant entre le politique et la musique. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Et traverser ça de façon très brève, hein, ça nous permettra d'un peu mieux comprendre en fait tous les débats qui traversent cet enjeu-là. Et du coup, ça va alimenter notre réflexion. Ensuite, je vais revenir à Théodora, dont j'ai parlé dans l'introduction. Dans la polémique dont elle a fait l'objet, elle illustre beaucoup de choses. Euh, Elle pointe du doigt beaucoup de questions, finalement, qu'il s'agit de liquider, à mon sens, qu'il s'agit d'évacuer, parce qu'elles ne sont pas pertinentes, elles nous empêchent d'agir de façon adéquate. Je vais ensuite me pencher sur les fonctions politiques que peut revêtir la musique, donc en fait, à quoi elle peut servir concrètement, politiquement. Et de là, je vais aborder les implications militantes concrètes qu'on peut en tirer. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain avec la musique et avec les événements musicaux? Alors, donc là, vous avez, pour celles et ceux qui sont là, les futurs auditeurs en ligne ne verront pas ces somptueuses images, malheureusement. Vous avez d'un côté un manuscrit médiéval, le Musica Enchiriadis, qui date du 9e siècle, et sur lequel on voit euh, des petits éléments de notation musicale du texte, et de l'autre côté, un tableau d'un peintre qui s'appelle Gabriel de Saint-Aubin, et qui représente la création de Armide de Lully. Donc, Lully qui était un compositeur baroque important à la cour de Louis XIV. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? En fait, ce que j'aimerais illustrer là, à travers ces deux objets musicaux, c'est que la relation entre musique et politique, c'est pas du tout une invention du 19e ou du 20e siècle. Donc déjà pendant le Moyen Âge, donc là en l'occurrence au 9e siècle, on avait des autorités politiques, en l'occurrence l'Empire carolingien, qui a commencé à faire noter la musique. Enfin, je raccourcis, hein, je vous le dis brièvement. Évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus complexe et nuancé que ça. Mais en gros, on a eu un soutien institutionnel au fait que la musique soit notée. Pourquoi? C'était de la musique religieuse. En la notant, on fixait les rituels religieux qui impliquaient de la musique, on les rigidifiait, et du coup, on harmonisait les pratiques religieuses dans l'Empire. Ça, c'était très intéressant en termes de pouvoir politique, en termes de contrôle. Vous avez une autre situation encore, là, on a affaire à quelque chose qu'on appellerait plutôt de la propagande, selon les termes qu'on utilise aujourd'hui. Dans le cas de Lully et de Louis XIV, là, il s'agissait en fait, dans la tragédie lyrique, donc c'est cette forme d'opéra française qui existait à cette époque, de glorifier le pouvoir monarchique
et finalement, par des allégories, des mises en scène somptueuses, etc., d'évoquer le fait que voilà, le roi exerce son pouvoir par une autorité divine et il est tout à fait légitime, etc., etc. Mais si on pense un peu plus proche maintenant de notre époque, on a des exemples qui sont tout aussi parlants et qui s'articulent un peu plus selon nos modalités d'expérimenter la musique. Alors, vous connaissez toutes et tous, par exemple, l'album American Idiot de Green Day, qui est sorti en 2004, quelques semaines avant la seconde élection de Bush à la présidence des États-Unis. Et du coup, le titre le suggère, hein, c'est un album qui est extrêmement critique du pouvoir en place et de la politique que menait la présidence de Bush contre ce qui a été appelé l'axe du mal. Voilà, donc en gros, les pays qu'il s'agissait comment dire, de dominer, puisqu'ils contrecarraient dans une certaine mesure l'hégémonie américaine dans certaines régions du monde. Donc là, toute la rhétorique post-2001. Euh, à côté, je vous ai mis un autre exemple. Donc, c'est une partition, un extrait du Temps des cerises. Ce morceau assez connu de Jean-Baptiste Clément, donc c'est lui qui avait fait les paroles et qui était mis en musique par Antoine Renard. Et donc, on est beaucoup à connaître ce morceau parce que, déjà, il apparaît dans le film Porco Rosso de Hayao Miyazaki. Et il y apparaît de façon politique. En fait, c'est un morceau qui est étroitement associé à la Commune de Paris de 1871, puisqu'en fait, enfin, c'est tout un processus un peu complexe que je ne vais pas détailler ici, mais il a été dédicacé par l'auteur, qui était aussi un communard. Et dans sa dédicace, il a fait référence aux événements, enfin à une personne qu'il a rencontrée pendant la commune. Et du coup, ce morceau a été étroitement associé à ça. Là, avec American Idiot et le ton des cerises, en fait, on a un autre exemple de relation entre le pouvoir politique et la musique. Dans ce cas-là, on a une sorte de contestation du pouvoir politique par la musique, alors que dans les exemples que je vous ai donnés avant, avec Armide de Lully et ce manuscrit médiéval, on avait une affirmation du pouvoir politique. Euh, il faut savoir que la musique, en fait, n'est pas devenue un moyen de contestation subitement au 19e et au 20e. En fait, les deux modalités du rapport au pouvoir, elles ont toujours existé. Par exemple, au Moyen Âge, vous aviez des moines qu'on appelait des Gauliards, c'était des moines itinérants qui du coup faisaient des chansons un peu drôle, voilà, humoristique, en français, allemand, latin, etc. Et qui en fait critiquait les institutions cléricales, qui critiquaient l'Église, et du coup qui agissaient comme voilà, un outil, un moyen. Enfin, leur chanson, du coup, agissait comme un outil, un moyen de critiquer le pouvoir en place, un certain pouvoir en tout cas. Donc finalement, ces deux formes de rapport au pouvoir, elles ont toujours existé. Ce qui est intéressant, c'est que au 19e et au 20e siècle, on a commencé à se poser des questions à ce sujet, donc à ces deux modes de relation. Donc au 19e siècle, on a ce que je vais appeler l'institutionnalisation de la musicologie. Donc en gros, on faisait un peu de la musicologie avant, c'est-à-dire qu'on essaie d'étudier l'histoire, le fonctionnement de la musique. Mais à ce moment-là, on va se dire que on va l'intégrer à l'université et on va en faire une discipline scientifique. Et en même temps, vous le savez sans doute, on a la formulation de ce qu'on va appeler assez rapidement le matérialisme dialectique, donc la théorie, l'apport théorique principal de Karl Marx. Au XXe siècle, ces deux champs théoriques, pour le dire un peu rapidement, ils vont se combiner et ils vont amener à des questionnements particuliers au sujet de la musique. On va notamment commencer à s'interroger sur la musique comme un produit, donc comme une marchandise dans les sociétés capitalistes. On va s'interroger sur la façon dont elle confirme ou elle défie le pouvoir dans ces sociétés-là. Et du coup, on va s'interroger
à la fois sur la façon dont la musique, ben, elle s'inscrit dans ces enjeux matériellement, en tant que produit, CD, objet de consommation, etc., ou pratique, espace de rencontre, etc., mais aussi au niveau idéologique, c'est-à-dire qu'est-ce que la musique, elle dit de la société dans laquelle elle se trouve. Alors là, du coup, je vais vous faire un bref panorama de quelques théoriciens, théoriciennes que je trouve intéressants pour réfléchir à ces questions que je viens d'évoquer. Donc la musique dans la société capitaliste, dans les sociétés capitalistes. C'est pas du tout exhaustif. Je vais pas vous faire une revue de la littérature en mode universitaire. C'est pas ça l'objectif. Je vais prendre des auteurs que j'aime bien, que je trouve intéressants. Donc voilà, je le revendique. Et je vais les utiliser pour qu'on puisse réfléchir ensemble à, en fait, comment, qu'est-ce qu'on en fait de cette relation dont on a discuté jusque-là. Alors, je vais commencer avec Walter Benjamin, euh, qui nous a donné des pistes assez intéressantes. Donc, dans la première moitié du XXe, il n'était pas un musicologue, il n'était pas spécialiste de la musique, mais il a quand même réfléchi à la façon dont cette dernière a fait l'objet d'un processus d'industrialisation. Alors, Benjamin, c'est un marxiste, et donc il s'est posé évidemment certaines questions assez matérielles, on va dire. Et lui, il relève le fait que, ben, le fait qu'on industrialise la production de la musique par l'enregistrement, les supports qui peuvent être consommés, achetés, etc., diffusés, eh ben, en fait, ça permet un certain accès à la culture. Donc finalement, on retire la musique euh, comme, disons, objet de consommation privilégié des élites de la société, et on en fait un outil potentiellement de mobilisation de masse. Parce qu'en fait, plus de gens peuvent y accéder. On n'est plus limité à l'espace du concert physique. On peut désormais consommer, écouter de la musique dans d'autres endroits. On a ensuite Théodore Adorno, qui est un marxiste de la même école, plus ou moins, que Walter Benjamin. Et lui, il a une position un peu différente. Lui, il dit que la musique enregistrée, en fait, c'est potentiellement un problème parce que ça a amené à une standardisation de la culture musicale et donc à une forme de soumission des auditeurs, auditrices et finalement d'un peu tout le monde à une certaine idéologie qui serait une idéologie du coup d'une élite dominante, etc. Donc d'un côté émancipation, d'un côté moyen d'asservissement. Alors là, on fait un saut dans le temps. On arrive à la fin du 20e, au début du 21e, avec Mark Fisher, qui est maintenant assez en vogue. On le cite un peu plus souvent, il semble gagner en pertinence dans la conjoncture politique dans laquelle on se trouve. Alors, Mark Fisher, il dit un truc assez intéressant. Pour lui, la marchandisation de la culture, et de la musique notamment, elle amène à sa neutralisation. En fait, l'idée pour Mark Fisher, c'est que on a eu au cours du XXe plein de mouvements culturels et musicaux qui ont contesté le pouvoir en place. Par exemple, le punk. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le capitalisme, il s'en fiche qu'on le critique. Il peut très bien l'accepter à partir du moment où il arrive à faire de la critique un objet de consommation. Donc ça veut dire que, en gros, en faisant de la critique un objet de consommation, il la détourne, euh, il la, il l'émousse, il la neutralise, et ce faisant, il la dépolitise également. Et c'est comme ça que lui, il explique le fait que le mouvement punk, finalement, se serait affaissé, se serait effondré face à ses propres contradictions vis-à-vis de sa marchandisation. Donc c'est pour ça qu'il évoque une sorte d'effondrement idéologique que produirait la marchandisation des objets culturels et de la musique aussi, qui aurait un but de contestation. Et ensuite, on a quelqu'un qui sort un petit peu du lot, là, qu'on connaît un peu moins. À part en musicologie, parce que c'est quelqu'un d'assez référencé dans cette discipline-là. Une personne qui s'appelle Suzanne McLary, euh, qui se situe aussi dans la deuxième moitié du XXe et début du XXIe. Et elle s'est intéressée moins
à la façon dont on a produit la musique comme objet matériel ou dont on l'a consommée, mais elle s'est plus intéressée à l'objet musical lui-même. Alors, je m'explique. Elle, elle a essayé de regarder ce qui, dans la musique de la tradition occidentale, donc Mozart, Beethoven, enfin tout ce genre de trucs, quoi, euh, qu'est-ce qui là-dedans manifestait des rapports de pouvoir et qu'est-ce qui matérialisait en fait une construction idéologique de la société. Donc pour McCleary, en fait, la musique, elle n'est pas neutre, c'est pas juste des sons comme ça qui existent et qui sont jolis et qui correspondent à des goûts esthétiques plus ou moins ancrés. Pour elle, l'organisation de la musique, les notes, la façon dont on crée de la tension dans la musique, dont on la résout, tout ce genre de choses, en fait, ben, c'est un enjeu de pouvoir. Ça manifeste la façon dont on crée de pouvoir dans la société. Par exemple, ben, dans la musique occidentale, on a toute une idée de tension et de résolution. On utilise même les termes de dominante, sous-dominante, etc. Pour elle, ça vient manifester une projection hiérarchique qui serait très ancrée culturellement. McCleary, elle dit un autre truc très intéressant. Et ça, elle le dit au sujet des musiques populaires. Donc, c'est-à-dire rap, hip-hop, pop, rock, etc. Tout ça. Elle dit que ces musiques-là, elles sont différentes de la musique classique parce que leur esthétique est ancrée dans la répétition et dans le fait de mobiliser le corps. Elles mettent le corps en mouvement et du coup, elles diffèrent de la tradition occidentale, classique, bourgeoise, qui du coup enfin, impliquerait une forme de dissociation du corps, pour le dire un peu rapidement. McCleary, elle dit ces deux choses principalement. Je vais y revenir après. Ça va nous aider à réfléchir un peu plus à la situation de Théodora. Et j'y viens du coup à Théodora. Donc, brève biographie de l'artiste. Elle est née en 2003 à Lucerne, donc en Suisse. De parents congolais, elle a vécu dans plusieurs pays, en France, en Grèce, à La Réunion. Et elle a commencé sa carrière musicale en France à partir de 2018. Elle a sorti plusieurs EP. Et en fait, elle a connu un succès musical assez rapidement. Donc notamment, quand elle a sorti ce morceau assez connu, Le Paradis se trouve dans le 93. Je dis 93, je vais pas dire 93. Et Congolese sous BBL aussi. Des morceaux qui sont sortis en 2023 et 2024, respectivement. La musique de Theodora, elle a comme caractéristique d'être assez hétérogène. Elle mélange un certain nombre d'influences, et notamment le bouillon, euh, qui est, si je fais pas d'erreur, un style de musique d'origine antillaise, euh, voilà, qu'on connaît pas un peu moins ici, et qui est principalement une musique pour danser. Alors, Theodora, c'est une artiste qui, dans ses textes, mais aussi dans ses prises de position publique, sur les réseaux, etc., est assez politisée. Elle parle de Gaza, elle parle de la République démocratique du Congo, elle dénonce le RN, elle parle du droit des femmes, etc., etc. Alors, maintenant, pour qu'on sache simplement de quoi on parle, parce que certaines parmi nous ont déjà écouté du Théodora, je vais vous faire écouter deux extraits. Alors, les auditeurs, auditrices qui vont écouter la rediffusion, vous les aurez pas pour des questions de droit, mais vous aurez l'occasion d'aller les écouter de vous-même. Donc là, on commence avec Le Paradis se trouve dans le 93, et je vous mets juste un bref extrait, comme ça vous voyez ce dont il s'agit. Je continue. Deuxième morceau que j'ai évoqué avant, Congolese sous BBL. C'est le plus connu, je pense, actuellement. Je vous en mets un extrait. Et donc voilà pour ces deux extraits. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que c'était une bonne découverte. Vous aurez l'occasion d'aller réécouter ça. Alors, du coup, la musique de Théodora et Théodora elle-même ont fait l'objet d'une polémique en fin d'année passée, donc novembre 2025, à la suite d'un un article de Lundi Matin. Alors, Lundi Matin, moi, je connaissais pas, mais c'est un journal en ligne qui est, pour le dire vite, à la gauche du PS, en gros. Alors, ils ont sorti un article sur Théodora qui dit, enfin, dont le titre est À qui profite le BBL? Théodora, traîtresse
pop au service du capital ou icône révolutionnaire afro-queer. Euh, donc, bon, tout est un peu dans le titre, quoi. L'idée, c'est que cet article développe une critique du traitement médiatique de Théodora. Euh, donc, il revient sur le fait que Théodora est une artiste qui a été traitée comme incarnant la créolisation, l'empowerment féminin, etc., qui serait un produit typique de l'ère digitale et que finalement, ça serait une icône servant à revendiquer le droit des femmes noires à l'appropriation de leur corps. Voilà, c'est revenu un peu là-dessus, sur tout le traitement médiatique qu'il y a eu sur elle. Et bah, selon Lundi Matin, tout ça, c'est une fausse représentation, euh, comment dire, ça mérite une certaine critique parce que en fait, l'engagement de Théodora dans les textes qu'on vient d'entendre, dans ses prises de parole, ben, ça serait une fabrication de l'industrie culturelle. Et finalement, ça encouragerait à une forme d'individualisme qui, du coup, n'est pas compatible avec une réelle conduite des luttes qui sont évoquées. Alors là, je vais vous lire un extrait, du coup, de cet article. Donc, le succès de Théodora reposerait sur un, l'auto-exploitation permanente, donc de contenu, de sa présence, d'une intimité livrable, la conversion de toute expérience, y compris le racisme, la précarité, la dépression, en capital, symbolique et monnayable. Et 3, une rhétorique d'empowerment qui masque la continuité des rapports de classe et de race. Alors en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas une musique de l'émancipation parce qu'il faut s'auto-exploiter en tant que femme euh, et en gros monétiser son expérience, même si c'est une expérience de la souffrance, pour la produire, et que finalement, ben, on revendique un empowerment, mais que bah, derrière tout ça, il y a des rapports de domination qui subsistent. Voilà en gros ce que dit l'article, de façon un peu pompeuse quand même, hein. Et du coup, ben, quel bilan on en tire? L'article nous explique que Théodora ne sauvera personne, mais ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est de fabriquer des chansons efficaces dans et pour l'industrie culturelle. À nous de ne pas confondre ce travail-là avec la construction d'une autonomie politique. Ok, alors là, on a un truc intéressant. Donc cet article, en fait, il fait un parfait cocktail entre plusieurs auteurs, je dis bien auteurs, qu'on a traités auparavant. Alors, on a Benjamin avec cette idée d'industrialisation et donc d'accès aux masses. Donc là, clairement, la musique est traitée comme un objet médiatisé, médiatique, qui du coup aurait un impact élargi. Ok, intéressant. Ensuite, on a des propos un peu adorniens, on va dire. Donc l'idée que finalement, ben, cette musique-là, finalement, elle serait un peu standardisée, homogénéisée par la force du marché, par la force du capital, et donc qu'en fait, dans ses modalités de consommation, donc la façon dont on y accède, ben, elle serait pas émancipatrice. Au contraire, ce serait une musique qui viendrait imposer une idéologie d'empowerment individuel. Et du coup, finalement, ben, elle servirait pas tant la lutte. Et enfin, on a un petit côté Fischer aussi dans cette critique. Donc finalement, ben, Théodora, c'est pas elle qui va nous émanciper avec sa musique, ni d'ailleurs les autres artistes potentiellement. La musique, les formes d'expression artistique sont neutralisées ben, parce qu'elles sont dans le capitalisme. Bon, un truc intéressant, c'est que dans cette critique, ben, on parle pas trop de la musique elle-même. On parle beaucoup de ce que représente Théodora et de la façon dont elle produit sa musique et dont on consomme sa musique. Et du coup, ben, on remarque que, par exemple, ce que nous explique McCleary et que j'ai évoqué avant, le fait que ben, le matériau musical lui-même, il manifeste des rapports de pouvoir, donc c'est-à-dire ben, la musique elle-même, les rythmes, la façon dont ils peuvent produire du mouvement, etc. Ben, ça a quelque chose de politique, c'est pas évoqué. Et d'ailleurs, le rapport au corps non plus, dont McCleary elle parle, parce que toute musique a un rapport au corps plus ou moins prononcé, et un certain rapport au corps qui peut être politique, ben, on n'en parle pas du tout ici non plus. Alors, et ça, j'aimerais y revenir après. Mais d'abord, j'aimerais critiquer un peu les idées que développe cet article. On a finalement
ici une lecture de Théodora, de sa musique, de ce qu'elle représente, que je dirais, que j'appellerais une lecture de pureté. Donc finalement, ce que nous dit cet article, c'est que l'émancipation, elle est possible à la marge, en dehors du capitalisme. C'est ce que sous-entend le fait que, on critique Théodora parce qu'elle est dans le capitalisme. Il y a deux implications problématiques à ça. Il y a un rejet des masses, parce que finalement, si on considère que l'émancipation ne peut se produire qu'à la marge, ben, on exclut un grand groupe qui n'y est pas. Et deuxième point problématique, on a un déni des structures matérielles de production des objets culturels et des objets musicaux. Finalement, on refuse d'aborder réellement, de reconnaître la façon dont on crée des objets culturels actuellement. Et cette façon n'est pas liquidable, hein. Concrètement, c'est le monde dans lequel on vit. Et à moins d'une idéalisation, on ne peut pas mettre ça de côté. Alors oui, bien sûr, on peut parler du do-it-yourself que certains mouvements punk ont fait dans les années 70 et du fait qu'ils se sont trouvés en dehors du réseau de production industrielle, etc. Mais là, on a le constat de Fischer qui vient, ça n'a pas servi à grand-chose. Tout ça a été neutralisé face à ses propres contradictions et ses mouvements se sont effondrés. Mais du coup, le problème, en fait, de cette lecture de Théodora, de cette lecture de pureté, c'est que elle empêche de réfléchir une véritable fonction pour la musique et aussi pour les événements musicaux. Et ça, on le trouve très très bien à la fin de l'article, dans cette citation. Je me permets du coup de vous la lire. Euh, donc, eh oui, tu as le droit de bouger la tête sur Congolese sous BBL en lisant Marx ou Federici. Simplement, n'oublie jamais qui encaisse les droits d'auteur à la fin du mois. Bon, très bien, on en fait quoi de ça? Ça permet pas de construire grand-chose en termes de pratiques politiques concrètes, on va dire. Je pense que là, c'est mon hypothèse, on est face à un écueil stratégique. Tout ça, ça nous amène pas disons, une modalité d'action, une manière de penser nos événements. Et je pense qu'il faut rejeter les réflexions morales de ce type pour vraiment opter pour une stratégie fonctionnelle. Et la question du coup que je vais poser maintenant, c'est, en fait, la musique, les événements musicaux, quelles fonctions politiques concrètes est-ce qu'ils peuvent remplir? En quoi ils peuvent nous être utiles? Parce que là, on a vu du blabla sur tout le problème, en fait, les problèmes que ça pose, mais finalement, on n'a pas de piste concrète sur ce qu'on peut faire avec ces matériaux musicaux, avec ces événements musicaux. Et là, du coup, je vais brièvement confronter deux petites théories, et ça va pas être très très long, simplement pour en tirer des grandes lignes d'action qui pourront nous être utiles dans nos pratiques militantes au sein de nos organisations. Alors, je vais commencer par faire référence à un auteur qui s'appelle Serge Denisov, qui a écrit des articles dans les années 60 sur du coup les fonctions politiques de la musique. C'était l'époque des protest songs, donc ces chansons aux États-Unis qui avaient des textes ouvertement politiques. Il faut rappeler que c'est aussi le début de la guerre au Vietnam. Donc on a là un contexte, disons, d'émulation politique très particulier. Et du coup, Denisov, il a parlé de six fonctions. Il a isolé six fonctions que pouvait avoir la musique. Alors je vous les lis. Provoquer de la sympathie externe pour le mouvement, renforcer les valeurs des individus à l'interne de ce mouvement, promouvoir la cohésion et la solidarité, aider au recrutement, évoquer des solutions ou des objectifs, et enfin, pointer du doigt des problèmes. Alors, elles sont intéressantes, ces fonctions. C'est déjà des pistes qu'on peut utiliser. Mais moi, je trouve qu'elles ont une limite, c'est qu'elles sont focalisées sur le texte. Tout ça, finalement, c'est très verbal. Il s'agit de dire des choses, hein, enfin, grosso modo. Il s'agit de pointer du doigt des problèmes, esquisser des solutions, parler de valeurs, etc. Et en ce sens-là, ces fonctions, cette théorie, c'est vraiment le produit d'une époque. Et en fait, mon hypothèse, parce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'en fait, il faut remettre un peu de musique là-dedans. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à ce que la musique fait que le texte ne fait pas. Et en ce sens-là, ce qu'on a dit avant sur McCleary, donc sur le rapport au corps, sur la possibilité du matériau musical lui-même à signifier des choses qui sont politiques, ça peut nous être utile.
Et en fait, ben, il y a d'autres auteurs qui se sont intéressés aux fonctions que pouvait avoir la musique. Et ils l'ont fait un peu plus récemment. Alors là, je parle de Rosenthal et Flax, qui ont sorti un gros bouquin en 2011 qui parle de ça. Et eux, ils isolent 6 fonctions politiques que peuvent avoir les objets musicaux, enfin, les manifestations musicales, tout ça. Et eux, ce qu'ils font d'intéressant, c'est qu'ils s'intéressent aux concerts live, donc voilà, aux manifestations, et au son musical lui-même, donc ce que je pointais du doigt en évoquant McLaren. Et ils nous disent que la musique, ce qu'elle peut faire, c'est informer et analyser, perturber le rapport au monde, créer un récit du monde social, soutenir une identité collective et la solidarité. Bon, alors tout ça, ça recoupe un peu ce qu'on a vu avant, mais, et c'est là les choses nouvelles et intéressantes, évoquer et créer des espaces et générer de l'énergie. Et ça, c'est intéressant, cette question des espaces et cette question de l'énergie. Parce que ça parle finalement de dimensions de la musique qui sont déjà pas textuelles, qui transitent par autre chose, qui transitent par la capacité des sons à habiter un espace, à évoquer un espace, donc tout ça n'est pas langagier, et de la capacité des sons à mettre les corps en mouvement, en fait. Alors, c'est dit un peu, disons de façon littéraire là, mais en gros, à faire bouger les gens et à créer une dynamique, à créer quelque chose qui est enthousiasmant. Et tout ça, ben voilà, McCleary, elle en parle assez bien comme je l'ai évoqué auparavant. Si on synthétise un peu ce que nous disent ces deux listes de fonctions, on peut arriver à 5 fonctions que je vais réévoquer ici et sur lesquelles je vais baser le reste de la réflexion. Donc ces fonctions, c'est la première, informer, analyser, créer un récit critique du monde. Donc là, on a tous ces fonctions un peu plus textuelles. Ensuite, il y a une fonction sociale, de cohésion, donc renforcer l'identité et la solidarité et les valeurs du groupe. Enfin, pas enfin, encore servir l'adhésion et le recrutement, donc l'idée de finalement créer de la sympathie. On a aussi construire des espaces réels ou figurés, alors ça je viens de l'évoquer, et donner de l'énergie de nouveau. Donc ça c'est la synthèse que je vous propose. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette liste? Est-ce que ça doit être une checklist pour nos événements? Et du coup, ben, on prend ça, on regarde le concert qu'on a organisé, je sais pas, pour une élection ou alors avant une prise de parole, et on se dit, bon, est-ce que ça fait tout ça ou pas? Et du coup, si ça fait tout ça, c'est bien. Ben, je pense que ce serait une manière erronée de voir les choses. À mon sens, il faut qu'on questionne chacun de ces aspects, parce que ces différentes fonctions, il y a plusieurs manières de les remplir. Et il n'y en a pas une bonne. Il y en a une ou plusieurs qui sont adéquates en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, du terrain politique dans lequel on se trouve. Et du coup, là, je vais les reprendre un à un et je vais développer un petit peu. Quand on parle d'informer, d'analyser, de créer un récit critique du monde à travers la musique, bah, faut qu'on se pose la question de quel récit en fait on fournit, quelle poétique on met en place. Parce que, en fait, la musique, elle peut créer son rapport au monde de plein de manières. Elle peut dire les choses avec un texte de manière très explicite, mais elle peut être aussi un peu plus floue. Par exemple, avant les 2 morceaux de Théodora que je vous ai fait écouter, ben, on avait le premier qui était assez, disons, clair par rapport à la réalité sociale problématique qu'il décrivait, et l'autre qui était un peu plus flou. Et là, ben, je vais vous faire écouter un extrême. Vous connaissez peut-être euh, ces deux rappeurs, Fellure et Andro, qui du coup font des textes assez clairs quant à leur engagement politique, que je trouve assez intéressant. Mais on remarque que on est encore sur autre chose en termes de propos musicaux directement politiques. Alors là, le morceau, donc pour les auditeurs qui nous écouteront au podcast, s'appelle Fier d'être français. Donc je vous le fais écouter, en tout cas un petit bout. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Euh, En fait, c'est un morceau qui est intéressant parce que il est très premier degré. Il dit les choses de façon très explicite. Et on aurait l'impression que pour que la musique elle puisse créer un rapport critique au monde, il faut qu'elle fasse ça. En fait, en gros, il faudrait que le morceau soit un manifeste. Mais en réalité, la musique elle peut créer un rapport critique au monde de plein d'autres façons. Et il faut pas surinvestir cette dimension textuelle parce qu'au contraire, elle peut désengager
certaines personnes, et on va y venir dans un instant. Et la raison pour laquelle elle peut te désengager, c'est qu'elle est située. Mais je vais détailler ça. Deuxième point, renforcer l'identité, la solidarité et les valeurs du groupe. Ben, en fait, une question très simple, c'est qu'il n'y a pas une identité et une manière d'être solidaire. Il n'y a pas un seul pack de valeurs. Finalement, ben, quand on va choisir de programmer un concert avant un événement militant ou pendant un événement militant, ben, irrémédiablement, on va favoriser certaines identités et on va en exclure d'autres. Donc la question qui se pose, ben, c'est lesquelles? Et ça demande une réflexion stratégique vis-à-vis du terrain politique dans lequel on se trouve. Et là, je vous mets un autre exemple. Donc, c'est une artiste qui est très connue, qui s'appelle Pomme. Euh, et le morceau que je vais vous faire écouter, ça s'appelle Les Oiseaux, qui est aussi un de ses morceaux les plus connus. Euh, donc, je vous le mets. Pomme est une artiste qui, du coup, est clairement dans sa pratique hein, et dans ses propos située à gauche. Euh, Elle s'exprime à la fois dans sa musique, mais aussi dans d'autres prises de parole sur les questions de sexualité, de genre, etc., etc. Et elle a affiché un soutien politique, je crois, explicite comment il s'appelle ce parti français? C'est l'équivalent des Verts chez nous. C'est Europe Écologie Les Verts, il me semble. Euh, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ici, on n'a pas du tout le même ethos, pour reprendre le terme de Bourdieu, que dans le morceau précédent, ou encore que chez Théodora. Et donc, en fait, ben, il n'y a pas une musique de gauchiste, pour le dire un peu rapidement. Il y a des musiques de gauchistes qui sont situées socialement de façon différente. Et c'est essentiel que, bah, quand on programme un événement, qu'on fasse ce diagnostic, en fait, qu'on réfléchisse à qui on s'adresse très concrètement quand on sélectionne un artiste, une artiste, un matériau musical ou un autre. Et ça, évidemment, bah, ça pose la question du recrutement et de l'adhésion. Donc le troisième point que j'ai évoqué avant, qui c'est qui va venir? Qui est-ce qu'on va recruter, si c'est ce qu'on cherche à faire, avec un événement de ce genre? Euh, Ensuite, quatrième fonction dont je parlais, celle des espaces, qu'ils soient réels ou figurés, ben, la musique, quelle qu'elle soit, elle habite l'espace d'une manière ou d'une autre. Elle va amener les gens à être calmes ensemble ou au contraire à bouger ensemble, à socialiser, etc. Elle permet certains modes de relation et elle en bloque d'autres. Ça doit être quelque chose qui doit être pensé également en fonction des objectifs politiques qu'on se fixe pour un événement. Il y a aussi l'espace concret que la musique va habiter, donc l'espace physique. Et là, ben, vous voyez des photos de deux salles de concert qui, bon, bah, sont assez facilement, qui peuvent être réservées à prix modéré à Lausanne, donc la Dacha, où il y a eu la soirée d'ensemble à gauche que j'évoquais au tout début de cette visioconférence qui s'est déroulée. Et là, vous avez une autre salle qui est la grande salle du Casar, qui est assez connue, où il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et rien que à partir de ces photos, vous voyez très très bien que en fait, ben, disons l'orientation sociale, l'orientation culturelle de ces deux espaces, même si du coup globalement ils accueillent les deux des manifestations qu'on peut orienter plutôt à gauche, hein, ben c'est pas la même chose quoi. Ils sont pas identiques au niveau ben, de ce qu'ils affirment et des populations qu'ils vont appeler. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être ignoré aussi lorsque on réfléchit à la façon dont la musique habite un espace. Il faut vraiment penser à cet aspect matériel également. Et enfin, et peut-être que c'est une des dimensions les plus importantes, il y a cette question de l'énergie, donc le cinquième point. L'énergie que peut créer la musique, que peut amener la musique dans les corps des personnes qui l'écoutent, ben en fait, elle doit être orientée. Mais vers quoi? Vers quoi est-ce qu'on l'oriente? Et comment est-ce que on a ben, des moyens de comment est-ce qu'on peut la canaliser? Et ça, c'est vraiment, je pense, une dimension qu'il s'agit de clarifier maintenant. C'est que si la musique, elle peut informer, analyser, créer un rapport critique au monde, ben en fait, elle peut pas remplir seule cette tâche. Et c'est là où il faut pas faire preuve de pureté quand on évalue le potentiel
d'un objet musical à servir nos causes. La musique, c'est pas un manifeste. Même si vous prenez des artistes comme Fellure et Andro, qui pourtant, voilà, enfin, ils ont certains morceaux, c'est à deux doigts de ne pas être le Capital, quoi. Mais je le dis premier degré. Bah, malgré tout, ben, ça peut pas remplir cette fonction-là. Ça remplit pas la fonction du texte, du langage. Et du coup, ben, en fait, la musique, elle peut créer cette énergie qui doit être, à mon sens, accompagnée dans les événements, qui doit être accompagnée par une explicitation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser ces événements-là pour discuter avec les gens qui viennent, pour amener du discours, que ce soit en interpersonnel ou alors collectivement, par des prises de parole, ou alors encore par des tracts ou d'autres objets, etc., qui va venir en fait fixer ce rapport critique au monde. La musique ne suffit pas, il ne faut pas attendre ça d'elle. Comme peut-être c'est la seule chose que l'article de lundi matin disait qu'il n'était pas complètement à côté de la plaque, c'est qu'effectivement, bah, Théodora ne va pas renverser le capital, parce qu'en fait, la musique ne va pas renverser le capital. La musique est un outil de cohésion, d'orientation, euh, et qui peut, lorsqu'il est combiné avec une explicitation politique, une explication politique, peut mener à des actions concrètes, peut mener à de l'engagement. Et évidemment, il y a encore une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est que toutes ces fonctions, elles ne sont pas équivalentes en relation avec le contexte dans lequel on se trouve. Si on veut essayer de recruter des gens, ben peut-être qu'on va prendre des artistes, on va essayer de programmer des artistes qui seront peut-être pas forcément ceux qui auront les textes les plus engagés, mais qui pourront d'une certaine façon amener du monde. Et ensuite, bah, que l'énergie sociale qui résultera ben, de cette rencontre, bah, elle pourrait être redirigée par l'action des militantes militantes sur le terrain, pendant, après le concert, etc., vers un engagement et vers des enjeux concrets. Et à mon sens, là je vais aller un peu plus rapidement là-dessus, Théodora, elle réunit la plupart de ces fonctions politiques de la musique que j'ai évoquées jusque-là. Et je ne vais pas le détailler, je ne vais pas vous expliquer pourquoi elle fait tout ça bien. Elle fait pas forcément tout ça parfaitement bien. C'est pas l'objectif d'évaluer ça. Mais sa musique et sa pratique ont le potentiel de servir nos causes de cette façon-là. Et d'ailleurs, sa musique et sa pratique l'ont fait. Théodora, elle était programmée dans des événements à la gauche de la gauche, notamment par une boîte de production que vous connaissez peut-être qui s'appelle Zawa Prod, qui va organiser un gros événement avec elle. Et cet événement d'ailleurs est disponible sur YouTube si vous voulez le voir. Et là, vous avez l'illustration parfaite de la façon dont, en fait, l'objet musical vient dire déjà énormément de choses et vient remplir toutes ces autres fonctions qui vont amener à cette énergie sociale qui ensuite, dans cet événement dont je parle, hein, est canalisée vers une conférence, vers une prise de parole où du coup le programme politique, les enjeux sont explicités et on a une dialectique, un dialogue marqué, fort, efficace entre ce que la musique a de spécifique et ce qu'elle peut amener et ce que le discours politique a de spécifique et peut amener de son côté. Je vais venir maintenant à la fin de cette présentation et aux implications militantes du coup pour nous, pour nos organisations. Alors là, je vais donner un peu plus mon avis. Bon, je l'ai fait jusque-là, hein, mais je vais être un peu plus affirmatif, on va dire. Je pense qu'il faut à tout prix qu'on évite une esthétique de l'austérité, c'est-à-dire parler d'objets politiques exclusivement, d'enjeux politiques, ne faire que ça et finalement considérer que c'est quelque chose de suffisant dans nos organisations. On est dans une conjoncture culturelle, politique, qui fait que c'est pas suffisant. Et je pense que quand on pense, enfin, quand on regarde un petit peu ce que Gramsci a écrit et la façon dont il semble regagner une importance dans nos discours politiques actuellement, dans notre manière de comprendre le monde, ben, on arrive vraiment à saisir pourquoi est-ce que on est dans une lutte culturelle réelle et qu'elle ne doit pas être évacuée. Il s'agit en fait d'investir le culturel et le festif pour en faire un outil politique. Et donc tout ça, ben, pour les militants et les cadres de nos organisations, ça implique de réfléchir aux fonctions que j'ai évoquées. Alors je ne vous donne pas un modèle hein, ultime.
Et je vous dis pas reprenez le PowerPoint ou reprenez cette conférence, prenez des notes et faites ce que je vous dis. Non, juste gardez ça en tête, pensez-y. Euh, Comment est-ce que ces fonctions, elles peuvent dessiner, esquisser un cadre de réflexion stratégique? Comment est-ce qu'elles peuvent nous éviter, comment est-ce qu'elles peuvent nous éviter des angles morts qui parfois ont contribué à assécher peut-être culturellement nos mouvements, nos organisations, ou alors créer des entre-soi qui ne sont pas efficients politiquement, à créer des marges finalement qui sont contre nos causes, nos luttes, nos objectifs. Et deuxième point, euh, ben, j'encourage les militants, camarades et cadres de nos organisations à aussi penser la relation entre l'événement musical qu'on programme et son contexte. Et je pense que ça, c'est un des enjeux principaux. Aucun, euh, aucune composante, hein, que ce soit une prise de parole, de type de discours ou alors un concert, est autosuffisant. Tout ça doit être emballé d'interactions euh, qui vont venir diriger l'énergie sociale vers une action politique. Et je pense que penser la relation entre les deux, entre le musical et le discours politique, peut être un outil puissant pour nos événements et nos actions concrètes. Et tout ça, on peut aussi l'étendre à la façon, enfin ces réflexions, hein, on peut les étendre à la façon dont on communique sur les réseaux. Comment est-ce qu'on peut utiliser la musique comme un outil politique, un outil de politisation même efficient. Je vais vous donner encore une petite citation de Lordon que j'aime bien et qui résume un peu les quelques principes finaux vers lesquels j'aimerais arriver. Je vous lis. Voici alors le sens général de l'activisme. Mais il faudrait peut-être dire de l'activité politique tout court. S'efforcer pour rendre puissantes des idées au départ impuissantes. Les actions dites symboliques sont autant de tentatives pour ajouter des affections du corps au contenu idéal. Mise en scène haute en couleurs, happening, slogan, autant d'opérations conçues pour frapper les esprits, en réalité affecter les corps et induire par là même des enchaînements d'images en eux et des idées dans les esprits. Autant de machines affectantes, donc. Et voilà en quoi consiste essentiellement l'ars affectandi de la politique, donc l'art de créer des affects, spécialement de la politique minoritaire, contrainte d'en passer par ce registre qu'on appelle usuellement l'activisme, pour empuissantiser ces idées impuissantes, à monter des machines affectantes. Bon, alors, Lordon ne dit pas les choses simplement, mais je vais vous résumer ça. Pour moi, il y a quatre pistes, et la dernière touche à ce qu'on vient de dire, de lire de Lordon. Il y a quatre pistes principales qu'il faut retirer de tout ça, à mon sens. La première étant que il est impératif de rejeter cette pureté de la culture, de la musique, qui n'est pas possible. Les objets culturels et nous-mêmes, en tant qu'individus, sommes entachés par le capitalisme. On est le produit du contexte enfin, dans lequel on évolue. Et cette recherche de pureté est un échec historique dans tous les mouvements culturels qui l'ont recherché. Donc, à mon sens, ça doit être rejeté. On on n'a pas à discréditer des pratiques, des mouvements, des artistes sur la base de est-ce qu'ils sont dans le capital ou pas. Et ça, ben, Lordon le dit dans une conférence, il a un pantalon Zara, il explique qu'il veut pas se balader cul nu. Pour autant, il est obligé d'aller à Zara parce que voilà, enfin, c'est une nécessité sociale. Eh ben, pour diffuser la musique, il y a une nécessité matérielle et structurelle qui est de passer par l'industrie. Ensuite, deuxième point, il faut quitter la marge et le particularisme. On veut construire des mouvements larges. On ne veut pas des avant-gardes culturelles, esthétiques, politiques qui viendraient renverser quelque chose ou je ne sais quoi. C'est pas le but de nos mouvements, c'est pas la conjoncture dans laquelle on s'inscrit. On croit au fait de établir un rapport de force sociale et par conséquent la marge n'est pas l'espace pour construire ça. Et donc si on veut faire de la musique un outil, il ne faut pas que ça se situe dans la marge, dans le particularisme culturel. Troisième point, il faut accepter la limite politique de la poétique musicale. Alors bon, ça, c'est un peu lordonien comme phrase, hein, vous m'excusez, mais en gros, la musique, elle peut pas tout faire. La musique, c'est pas le capital, et c'est pas grave. La musique, c'est un outil
qui peut remplir un certain nombre de fonctions dont on a discuté, mais c'est avant tout un moyen de donner de l'énergie, un lien social, parfois un prétexte, et c'est très bien comme ça. Parce qu'en fait, elle se combine. Elle se combine à d'autres moyens de créer du politique, de créer de l'engagement politique. Et enfin, quatrième point, et c'est là où je touche directement à ce que disait Lordon, il s'agit, dans la façon dont on utilise la musique, d'assumer le corps et d'assumer l'affect. C'est des moyens de créer de l'action, c'est des leviers à l'action. C'est finalement ce lien social qui parfois manque à nouveau, qui manque euh, à un engagement de longue durée, simplement parce que ce dernier peut devenir insatisfaisant par certains aspects, et parce que ben, les militants, militantes, comme tous les autres êtres humains, ont des besoins sociaux, culturels, etc. variés. Et l'objectif n'est pas de dire que le parti et les événements qu'il organise doivent remplir ses besoins affectifs, ses besoins culturels, mais par contre, il peut les utiliser. Et je pense que, je vais m'arrêter là-dessus, c'est ce que la musique peut faire au mieux, c'est nous permettre d'investir les corps, de les mettre en mouvement et de les diriger vers des propos politiques et des luttes politiques efficaces et larges. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à disposition.